Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va laisser encore quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte en bonne et due forme. Je vous laisse arriver tout doucement. Hop. Voilà. Bonjour, donc ceux qui ont déjà commencé à activer le chat verront qu'on vous salue via l'intermédiaire du chat. Et puis, on va encore se laisser quelques instants, le temps de laisser à tout le monde la possibilité de se connecter. Bonjour à tous. Très bien. Bon, je vous propose de démarrer tout doucement. Comme ça, les dernières personnes vont pouvoir se connecter. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sullivan Thomas et je suis le secrétaire général du Mouvement luxembourgeois pour la qualité et l'excellence. Comme vous l'avez découvert en vous inscrivant à cette session, ce premier webinaire est en fait la première étape d'un cycle en 4 dates. Donc, vous allez pouvoir nous retrouver une fois par semaine, pendant 1 heure, tous les mardis, pendant les 4 prochaines semaines. Et l'objectif, c'était de vous proposer un format dans lequel on avait un fil rouge. Et ce fil rouge, donc c'est un cycle qualité-innovation, mais le fil rouge derrière, c'était vraiment de prendre du recul et de se dire, aujourd'hui, dans les entreprises qui sont les nôtres, avec les enjeux qui sont les nôtres, comment on se pose les bonnes questions, quels outils sont à disposition aussi pour commencer à réfléchir sur de la transformation, de l'amélioration, de l'innovation. Donc vraiment, quelles sont aujourd'hui les ressources qui sont possibles, qui sont disponibles aux entreprises pour agir en ce sens. C'était vraiment ça le point de départ de la construction en fait de ce cycle et des échanges que nous avons eus et des discussions que nous avons pu avoir avec nos adhérents au MLQE et puis aussi au sein du groupe de travail. On a sorti quelques outils, quelques thématiques qui nous semblaient importantes à développer au cours de ces 4 webinaires. Donc, le premier aujourd'hui sera dédié à des approches de conception et de développement. Et Andrew et Gilbert, qui se présenteront juste après, vous en donneront un aperçu et vous expliqueront un petit peu, partageront leur expérience et leur connaissance à ce sujet. Et ensuite, vous retrouverez d'autres approches pour de la résolution de problèmes avec la méthode TRIS, de la créativité, avec le design thinking. Et on finira en fait ce cycle par quelque chose d'assez original. On finira avec l'approche artistique. Donc, on aura le retour d'expérience d'un artiste. Pourquoi ? Parce que au-delà de simplement décider de créer, décider de s'améliorer, décider de changer, eh bien, à un moment, il faut créer les conditions qui sont nécessaires pour ces changements. Et comment on crée les conditions nécessaires pour ces changements ? Eh bien, justement, ça va être l'occasion, par le biais de quelqu'un dont c'est le métier de créer, dans une dimension très artistique, de voir, avec son partage d'expérience, comment on crée ces conditions au niveau, bien sûr, du travail, des conditions de travail, mais aussi de son état d'esprit. Voilà. Donc, un cycle avec un fil rouge, créativité autour de l'innovation, de la transformation, de l'amélioration. Et donc, j'ai laissé, je pense, assez de temps aux personnes pour arriver. Et je vais donc passer la parole à Andrew et Gilbert qui vont se présenter et vous accompagner dans cette première session. Quant à moi, eh bien, je vous retrouverai ultérieurement et je vais laisser donc, je vais vous laisser dans les mains expertes d'Andrew et Gilbert. C'est à vous. Merci Sullivan et bonjour à tous. Je suis ravi d'animer cette session avec Gilbert Hirtz. Donc je vais me présenter, je suis, comme je viens de le dire, Andrew Hall.
Je suis Chief Quality Officer dans la société Foyer et avec une certaine expertise sur les métiers de développement, sur les méthodologies de développement. Et j'aimerais vous présenter Gilbert Hirtz, qui est un grand expert sur tout ce qui est Lean Six Sigma et aussi principalement sur les méthodes de développement. Gilbert, je te laisse 2 minutes, quelques temps pour te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Alors effectivement, pour l'instant, je suis consultant, mais j'ai d'abord un passé industriel très dense dans de grandes sociétés sur des produits assez magiques et dans des cultures différentes. Donc c'est ce qui m'a permis d'intégrer pas mal d'outils, de méthodologies, et puis finalement, à la fin du compte, de basculer en consulting. Et quand je suis en mode consulting, bien sûr, il y a tout ce qui approche un peu plus conceptuel ou théorique, mais le vécu vraiment contribue énormément à bien montrer la valeur des choses. Voilà. Ça, c'est un peu ma carrière, et puis on va pouvoir... donc, par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que je vais présenter, ce ne sont pas des concepts que j'ai pris à droite à gauche, c'est essentiellement du vécu. Donc, ce sera quand même utile parce que les développements de concepts parfois posent problème. Voilà. Merci Gilbert. Alors, avant de démarrer, cette séance se passera sous, on va dire, une sorte d'interview. Donc, je vais interviewer Gilbert sur les différentes méthodes de développement. Ce que je vous propose aussi, c'est de participer à cette interview en nous posant, à Gilbert ou à moi ou à tous les deux, n'importe quelle question que vous voulez au fil de l'eau, donc au fil de cette réunion, de cette présentation, sachant qu'elle dure 1 heure, donc on ne pourra pas forcément aller dans le détail, mais il nous serait aussi important par la suite d'avoir votre retour sur quelles sont les méthodes qui seraient les plus importantes pour vous. Alors aussi, pourquoi on a lancé ce webinaire, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de méthodes de développement. Certaines ont le vent en poupe en ce moment, d'autres un peu moins. Et pour nous, il est important de définir comment choisir la bonne méthode de développement en fonction de votre société, en fonction du produit que vous développez, en fonction de beaucoup de choses. Et c'est là-dessus qu'on aimerait partager avec vous le savoir principalement de Gilbert. Donc on ne pourra pas bien sûr tout voir, mais par la suite, il serait important que vous nous disiez aussi quelles sont les méthodes qui vous plairaient de voir dans le futur, sachant que comme Sullivan l'a dit, certaines d'entre elles seront développées dans les prochains webinaires, dans les semaines à venir. Alors je vois que nous avons 22 participants maintenant, avec certaines personnes que je connais bien et que Gilbert tu connais bien. J'ai vu une certaine Tina qui est passée, Tina Peterdam, à qui je profite de dire un grand bonjour, étant donné que ça fait pas mal d'années qu'elle a quitté le Luxembourg. Donc bonjour Tina, je ne sais pas si tu te souviens Gilbert, Tina est avec nous, c'est magnifique. Et qui est aussi experte Lean Six Sigma Master Black Belt, donc qui a appris beaucoup de toi de mémoire. Alors je regarde vite fait les questions. Pour l'instant, Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bien sûr qu'on se connaît Christophe. Ça fait aussi un moment qu'on ne s'est pas vus tous les deux. Oui, très bien, 8 ans. Alors on va démarrer. Donc Gilbert, donc ici on a l'agenda. Donc sur 3 axes, bien sûr ce que c'est qu'un cycle de développement, les principales méthodes en fonction des étapes et quelques aperçus. Mais donc Gilbert, avant d'aborder justement ces différentes méthodes de développement, il nous semble important de définir ce que nous entendons par un cycle de développement. Donc essayons de mettre un cadre autour de ce cycle de développement. Et la question qu'on aimerait aborder ensemble, c'est quelles sont les grandes étapes de développement, de ton point de vue. Ok, voilà.
Donc, avant de rentrer dans le détail des étapes de développement, je voulais dire aussi de manière générale qu'il n'y a pas de méthode magique. Il y a des boîtes à outils, il y a des outils et il y a une culture de tout ce qui est développement des produits et des services. Voilà. Le deuxième petit point que je voulais signaler aussi, quand on parle de design, effectivement, au niveau anglais du terme et dans toute la démarche que j'ai pu suivre avec les Américains, on est effectivement dans une phase de développement. La conception ou le côté design qu'on utilise souvent, ce n'est qu'une étape. Donc il est important de bien comprendre toutes ces étapes. Alors, les étapes que j'ai pu identifier, effectivement, il y en a 5. C'est assez proche de tout ce qu'on va retrouver dans toutes les méthodes, dans le design thinking, voilà, parce qu'il y a souvent un peu de copier-coller, d'inspiration, de remise en forme. Mais il est fondamental de bien les comprendre de manière assez détaillée et afin que ça puisse vous permettre de vous situer. Okay. Ça doit aussi vous permettre de ne pas en louper une. Parce que si vous commencez à rentrer directement dans une étape de design-conception sans avoir compris ce que veut le client, ça peut être quand même assez dangereux. Il y a eu des exemples assez significatifs. Je me souviens de l'époque d'Avelsatis qui n'a pas trop plu aux gens. Je ne sais pas s'ils avaient vraiment pris les avis des clients, mais enfin, c'était quand même un petit flop. Voilà. Donc la première grande étape, je suis sur le 1, c'est bien comprendre les besoins et les attentes du client, mais aussi du marché, ou éventuellement partir d'une idée de produit parce qu'on a le droit de créer. Alors, dans le détail, ça va être les opportunités des marchés, les segments cibles, les clients cibles, comprendre la concurrence, est-ce qu'il y a des benchmarks. Le petit b, il va nous dire, essayez quand même d'avoir des attentes et des besoins définis clairement. Par contre, dans les attentes et les besoins, vous allez avoir des attentes explicites et puis des attentes implicites qui ne sont pas exprimées, et puis des attentes émergentes au fur et à mesure où vous allez évoluer peut-être avec les clients, et puis des attentes évolutives. Donc, c'est très dangereux de se figer simplement sur des attentes explicites à un moment donné. Après, il y a une notion qui va être aussi assez fondamentale, c'est la notion de clustering qu'on appelle aussi segment. Quand vous avez un peu compris tout ça, il va falloir quand même choisir si vous développez une voiture de petite catégorie pour les Asiatiques ou si vous développez un gros Hummer pour les Américains. Ce n'est pas du tout la même approche. Voilà. Donc le clustering, et il y a des méthodes, c'est très important. Le point D et E, il est fondamental aussi parce que en fait, il y a deux types d'objectifs dans le développement d'un produit. Il y a le succès du produit et il y a le succès du projet de développement. Le succès du produit, il va être rattaché à ce qu'on appelle des critical to quality ou des KPI produits qui vont parler par exemple de la performance, de la vitesse, de la consommation, etc. Alors que les caractéristiques du projet, ça va être par exemple le time to market. Donc il y a deux types d'objectifs et de KPI qu'il va falloir prendre en compte. Deuxième grande étape, c'est définir les concepts et créer le concept. Alors à ce niveau-là, il y a un outil qui est assez formidable et qu'on pourrait voir en aperçu, qui s'appelle le Quality Function Deployment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez compris les attentes du marché, des clients, vous n'allez pas forcément tout de suite tomber dans la définition précise de votre turbo. Vous allez d'abord vous dire, par rapport à ces attentes, quelles sont les fonctionnalités qui vont répondre le mieux à ces attentes. Donc et vous allez les prioriser et déjà définir des spécifications. Et on va mettre tout ça en cascade pour transformer ces fonctionnalités en spécifications produits. Et on va refaire la même chose pour passer la spécification produit à la spécification du process, etc., etc. Voilà. Donc après, le petit b, c'est de se dire quelles sont mes contraintes. Et je distingue les contraintes de premier niveau des contraintes de deuxième niveau. Souvent, il y a une grosse confusion, c'est-à-dire que dès qu'on a un problème de budget, on met ça comme contrainte. Dans un développement, il ne faut pas mettre des contraintes de budget. Dans un développement, la contrainte, c'est de se dire, dans un produit d'assurance, il ne se développe pas de la même manière au Luxembourg qu'en Allemagne parce que la législation n'est pas la même. Donc, bien séparer les deux choses. Après, une fois qu'on a compris tout ça, là, on commence à laisser place à la créativité et on va surtout créer plusieurs et de nombreux
concepts, pas seulement un seul. Mais une fois qu'on en a créé, en laissant l'entonnoir bien ouvert, il va falloir quand même les sélectionner. Donc, je foisonne avec des concepts, j'ouvre l'entonnoir et puis après, je vais sélectionner. Et il y a une méthode qui est très bien faite pour ça, c'est la méthode de Pew, pour sélectionner les concepts les meilleurs par rapport à des cas étalons, voire recréer des hybrides. Puis après, vous validez. La troisième grande étape, c'est modéliser les performances du produit et optimiser les concepts. Alors, effectivement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec l'informatique, avec plein de choses, il est possible et facile de déterminer des modèles et des simulations. Alors, on va être éventuellement en statique, mais on va aussi être éventuellement en dynamique. Par exemple, dans le cas des tempêtes, des tremblements de terre, de tout ce qui est vibration dans une automobile. Donc la simulation, elle va être importante. Vous pouvez même simuler le modèle énergétique quand vous allez développer le concept d'une nouvelle maison. Voilà. Donc après, le point B, ça va être dans cette modélisation, est-ce qu'il y a des divergences entre la conception et ma capacité de production? C'est bien beau de concevoir avec des idées géniales, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des outils qui vont être capables de produire ce que j'ai conçu? Donc ça, c'est par exemple des choses qu'on va trouver dans le design for Six Sigma pour être sûr au début qu'on ne va pas rentrer dans le mur. Et puis après, vous pouvez aussi, avec des approches statistiques, optimiser avec des design of experiment les cibles et puis bien maîtriser la variabilité des produits. Le point D, ça va être la reproductibilité des concepts. N'en faites pas seulement un pour vous, mais aujourd'hui, par exemple, dans l'automobile, il y a des plateformes de châssis que le groupe Stellantis va utiliser dans toutes ses branches. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est l'optimisation de la flexibilité des concepts, parce que peut-être qu'un produit, si vous le développez de manière trop rigide, vous n'allez pas pouvoir l'assembler dans plein d'autres niveaux différents. Alors que si vous avez déjà cette réflexion-là, eh bien, vous lui donnez des opportunités. Et quand on a fait tout ça, ben on rentre dans les concepts plus détaillés. Ne rentrez pas tout de suite dans la couleur du mur du salon, hein. Ça, on va le faire après. Et puis, on va donc tester, développer des prototypes, hein, des maquettes ou en milieu informatique des proof of concept. Voilà. Donc, ça va nous permettre d'approfondir, d'affiner les conceptions détaillées. Après, on va lancer des pré-séries, des proof of concept, pardon, et puis on arrive à la validation. Voilà, en gros, ce sont les grandes phases. Alors, en général, on va retrouver 5 à 6 étapes de développement, mais vous allez me dire, bon, c'est bien beau tout ça, est-ce que je dois appliquer tous les détails, tous les 20 ou 25 points qu'on voit ici? Eh bien, en fait, au slide suivant, et Andrew va l'introduire, on va quand même se poser la question, il faudrait quand même prioriser mes étapes et mes sous-étapes, leur donner de l'importance relative pour ne pas tout faire et faire n'importe quoi. Voilà. Merci Gilbert. Donc je vais quand même demander aux participants s'ils ont des questions déjà sur ce premier slide. Merci d'utiliser le chat pour poser vos questions et je les relayerai avec Gilbert. Par contre, j'en ai une à la limite. Tu parlais dès le départ j'ai cru comprendre, Albel Satis, petit flop, et tu disais justement que tu n'étais pas sûr qu'ils avaient écouté leurs clients. Il y a une autre société qui n'écoute jamais ses clients, je pense, c'est Apple. Donc je rebondis sur le fait qu'en général, on ne retrouve pas forcément toutes les étapes. Mais Apple, par exemple, je pense, n'écoute pas ses clients parce qu'ils ont leur politique de développement et mettent des nouveaux produits complètement innovants sur le marché. Donc dans ce cas-là, est-ce que tu es d'accord de dire que la première étape est faite différemment dans ce type de sociétés qui sont très innovantes que dans des sociétés, on va dire, plus standardisées? Il y a des choix stratégiques. Apple va être plus en push qu'en pull.
Okay, si on revient aux notions du lean, hein, et Oui. ils ont une telle force finalement qu'ils ont réussi et moi je suis un Apple aussi, hein, mais on est conditionné par leurs produits, par tout ça. Un jour, ça évoluera. Maintenant, il n'est pas impossible qu'ils fassent des benchmarks quand même, hein. C'est-à-dire qu'ils ne le montrent pas, mais finalement, en sous-main, ils vont quand même faire passer des attentes des clients. D'accord, très bien. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de questions. S'il vous plaît, utilisez bien sûr le chat pour vos questions. Et je vous propose de passer à la deuxième partie de cet entretien. Le cycle de développement, comme tu l'as dit, n'est pas forcément immuable. Donc, on a 5-6 étapes. Donc, on va utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais de ton point de vue, quels sont les critères? Il y a des critères qui passent, qu'il faut prendre en compte justement pour donner plus ou moins d'importance à l'une ou l'autre de ces étapes. Voilà. Alors, effectivement, il y a des critères qui vont vous permettre de donner de l'importance, de prioriser ou même de vérifier que ce que vous faites actuellement chez vous est bien fait. Alors, donc, j'ai essayé de mettre en forme 5 ou 6 grands chapitres de critères. D'abord, les étapes de développement ne vont pas être les mêmes selon le domaine dans lequel vous vous retrouvez. Effectivement, quand vous êtes dans l'automobile avec des cycles de 2 à 8 ans et puis des normes assez précises, ça va être différent de l'aéronautique où on va se retrouver avec des cycles de 10 à 30 ans et avec ces normes. Bon, moi, je les ai vécus tous les deux, hein. Les développements informatiques, c'est encore différent. Et je dis ici avec des cycles beaucoup trop longs. C'est dommage, hein. Bon, après, vous avez les produits multimédia, finalement, où les cycles doivent être très courts, le time to market. Donc, quelles vont être les étapes sur lesquelles je vais devoir insister? Vous avez les produits de consommation et la restauration. Voilà. Donc, est-ce que dans la restauration, quand vous développez un nouveau plat, vous allez devoir appliquer toutes les pratiques, modéliser votre plat, etc., etc. Donc, ces questions détaillées, vous pourriez vous-même vous les mettre dans une matrice de priorisation et puis vous dire, ben voilà, dans mon cas, c'est ça, c'est ça et ça. Le deuxième grand point pour les étapes de développement, ça va être les volumétries. Ou alors vous êtes dans one shot. Bon, dans one shot, vous allez avoir des interviews un à un, ou alors vous êtes dans les petites séries, ou alors vous êtes dans les grands volumes. Les étapes ne vont pas être les mêmes, leur importance non plus. Après, il va y avoir de la notion de segmentation. Donc, on a fait un exercice avec Nathalie qui se lance avec sa nouvelle entreprise en design d'intérieur. Et puis, finalement, dans un design d'intérieur, je le prends comme exemple, vous pouvez être soit, par exemple, en construction ou en rénovation. Ça ne va pas être la même chose. Vous pouvez être avec des particuliers, des agences, des sociétés de construction. Si vous êtes dans des relations avec des personnes, vous pouvez avoir soit l'individu, soit le couple. Vous allez avoir des introvertis, des extravertis, donc certains qui ne vont rien dire, d'autres qui vont dire beaucoup, etc. Donc, et tout ça va se combiner. Donc, il est quand même intéressant de faire un peu de segmentation par rapport à tout ça, et puis vous dire, voilà, c'est dans tel segment que je vais plus ou moins mettre le levier sur mes étapes. L'autre, numéro 4, ça va être les complexités des produits. Effectivement, si je développe une petite fourchette comme ça avec un coup de presse, c'est pas pareil qu'une voiture, un avion, un ordinateur. Donc le poids des étapes et entre autres les outils que je vais mettre des étapes sera totalement différent. Le point numéro 5, ça va être la maturité des produits similaires. Est-ce que je suis déjà dans une gamme de produits connus que je veux encore faire évoluer, ou est-ce que c'est carrément une nouveauté avec une idée originale? Donc, par exemple, les étapes de créativité vont pas être tout à fait les mêmes. Est-ce que j'ai besoin d'autant de structuration ou moins? Et puis, il faut toujours se projeter sur la reproductibilité. Ce serait dommage de faire un développement sans se dire, ben, finalement, est-ce que ce produit pourra être évolutif? Ben, prenez toujours le cas des voitures, hein. Il y a eu la Golf, on est à la 53e version, quoi, hein. Voilà.
Et puis, vous pouvez aussi vous poser la question, bon, ben, je l'ai développé ici pour le Luxembourg, est-ce que c'est quelque chose que je peux mettre à grande échelle au niveau mondial avec des alternatives, voilà. Donc, ça, c'est en gros les critères de choix. Donc, par rapport aux étapes et aux critères, vous pourriez faire un petit audit chez vous et vous dire, ben voilà, je vais affiner ma méthode pour pouvoir cliquer tout de suite sur, dans ce cas-là, je vais faire ça ou je ne vais pas le faire. Merci Gilbert. Donc, je reviens un peu en arrière. Nous avons une question de Lionel qui demande justement à quel moment intégrez-vous la phase de recherche et développement dans les phases de développement? Alors, la phase de recherche, elle peut être en amont des cycles de développement. Parce qu'on peut parler de recherche fondamentale, on peut parler de recherche modulaire. Ce n'est pas forcément déjà dans le premier point ou dans le démarrage du cycle de développement. Maintenant, ça pourrait aussi se mettre dans la phase concept. C'est-à-dire que si le concept, avec de la créativité, est en train de vous dire, bah, attention, là, il me faudrait quand même un nouveau matériau, donc je vais donc lancer de la recherche sur ce nouveau matériau. Vous avez deux possibilités. Soit vous le mettez en amont, soit il y a un moment, bah, vous le mettez en parallèle avec votre cycle de développement. D'accord. Merci Gilbert. Donc j'ai une question de Arnaud. Quel outil, méthode recommandez-vous aujourd'hui considérant les soucis mondiaux d'approvisionnement? Existe-t-il une approche à préférer ces prochaines années? Donc peut-être qu'on peut garder cette question pour un peu plus tard quand on verra ensemble les différentes méthodes, si ça vous va Arnaud, si ça te va Gilbert? Je peux juste quand même donner une petite Oui, réponse. vas-y. C'est déjà les grands problèmes politiques actuels, hein. C'est les grands problèmes un peu d'indépendance. C'est comme les produits de consommation, les fruits et les légumes, quoi. Donc, on va devoir rester de plus en plus lean, de plus en plus. Alors, par contre, il y a une chose qui est sûre, quand on va être dans des cycles de développement, et c'est connu, euh, il peut y avoir, par exemple, dans des travails en parallèle, des gens qui vont travailler de nuit en Asie, d'autres qui vont travailler l'après-midi aux États-Unis, et d'autres. Voilà. Ça, c'est toujours possible. Par contre, après, il y a le côté plutôt physique des choses où il va falloir quand même se méfier. D'accord. Merci Donc, Gilbert. Je pense qu'on y reviendra aussi un peu sur la fin avec les différentes méthodes qu'on va partager. J'aurais personnellement une question en entendant d'autres questions. Donc tu disais justement que ces méthodes sont sur tout type de développement, que ce soit du design d'intérieur comme tu l'as vécu avec Nathalie, sur de la restauration bien sûr aussi. Tu parlais aussi de cette partie reproductibilité avec la golf. J'ai juste un exemple qui est un peu contradictoire, c'est quand Jaguar a été racheté, je crois, par le groupe Volkswagen ou Tata, les Jaguars, plus personne n'en voulait parce que justement cette reproductibilité des pièces vis-à-vis de cette chaîne d'assemblage, ça ressemblait plus du tout à une Jaguar en fait. Et donc quelque part, je pense que ces personnes avaient oublié justement le côté affectif de leurs clients vis-à-vis de la marque. Est-ce que ce côté affectif, on le retrouve quelque part justement oui, pour pouvoir répondre? bah oui, on doit surtout le retrouver dans comprendre les besoins et attentes du client et du marché. Si vraiment c'est vrai qu'il y a un côté affectif pour, je ne veux pas dire les vieilles choses, hein, mais si vraiment on est amoureux de la Golf, on est encore amoureux de la Jaguar telle qu'elle était, bah, il y a peut-être un segment pour ça. Donc ça veut dire que dans les rachats, dans les intégrations, il y a quand même des choix un peu stratégiques à faire. Mais après, il y a le côté économique qui va vous dire, bah, tant pis, hein, il faudrait plutôt acheter les occasions. Tout à fait. Merci Gilbert. Pas d'autres questions pour le moment. Donc on a vu déjà le cycle de développement en 5-6 étapes. On a parlé justement des critères, des différents critères pour pondérer
l'une ou l'autre phase de développement avec déjà un premier outil. Donc, est-ce que maintenant tu as déjà mis le slide, donc tout le monde est au courant. J'aimerais qu'on... Non, pas de souci, t'inquiète. Est-ce qu'on pourrait discuter justement des objectifs de développement, mais aussi des cibles d'amélioration comme tu l'as ici? Donc, on a le cycle de développement, on a les critères pour pondérer ce cycle de développement. Et maintenant, c'est important pour nous de comprendre quels sont les différents objectifs et quelles sont les cibles d'amélioration, encore une fois, pour ajuster ce cycle de développement. Voilà. Alors, bon, j'ai mis le slide, mais on a quand même préparé tout ça ensemble. Donc, notre jeu questions-réponses, il y a un bout de... Et c'est comme ça qu'on a construit la présentation. Voilà. Alors, en fait, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas une méthode magique. Il peut y avoir plusieurs méthodes, on peut en employer plusieurs. Donc, méfiez-vous surtout parce qu'il y a du business là-dessous. Méfiez-vous surtout des méthodes magiques qui vont tout vous donner, mais pas gratuitement. Voilà. Donc, par contre, les cibles d'amélioration vont me dire en fait vers quelle méthode unique ou combinée je dois aller. Et pour ça, j'ai deux grands objectifs qui se superposent. Il y a l'objectif du projet, le time to market, par exemple, sortir tous les 6 mois un nouvel ordinateur ou une nouvelle version de l'Apple, de l'iPhone, par exemple. Okay. Donc, ce sont des objectifs qui peuvent être temporels, qui sont liés au time to market, délai, au temps de cycle. Et là, on va retrouver, par exemple, entre autres, des méthodes agiles ou l'ingénierie simultanée qu'on appelle aussi concurrent engineering. Après, il peut y avoir des objectifs du projet, donc project management, qui sont les coûts, les ressources, les investissements, les risques sur les projets. Voilà, donc ça, c'est les objectifs project management. Après, il y a les objectifs produits. Et le grand innovateur avec les fameux CTQ, ça a été General Electric dans les années 95, parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui avaient lancé tout ce qui était Lean et Six Sigma, mais c'est eux qui ont inversé la démarche en disant maintenant, il faudrait qu'on conçoive bien pour éviter de rattraper le bébé mal né. Et donc, leurs KPI, ils les ont appelés des critical to quality. Ça va être, par exemple, la performance de mon produit, la fiabilité, etc. Et on peut aussi l'appeler KP, Key Product Indicator. Voilà, donc c'est les performances attendues, la robustesse, est-ce que c'est flexible, est-ce que c'est simple, ça aussi, ça va être un KPI. Et puis, je peux avoir aussi les coûts de production, de distribution, de maintenance. Voilà, une fois que j'ai bien défini mes deux objectifs, eh ben, il va y avoir plusieurs cibles en fonction de ces objectifs. Donc, par exemple, le premier, c'est est-ce que mon problème, c'est la conception des produits et des services proprement dites par rapport à ces fameux CTQs? Okay, c'est-à-dire, est-ce que finalement, ma voiture va être robuste, mon avion ne va pas se casser la figure? Et là, je suis purement dans le produit. Et aussi dans les variabilités, dans les performances. Donc, il y a des outils qui vont être très appropriés et qui sont historiques. Ça j'appelle ça des fondamentaux. C'est par exemple le design for Six Sigma ou le design for Lean. Voilà. Donc, on est dans l'hard ou dans le software. Le design for Six Sigma, il ne va pas prendre le cycle du projet. Il va surtout se concentrer sur le produit. Alors, effectivement, dans les aperçus, c'est quelque chose qu'on peut approfondir. Après, il y a effectivement aussi le processus de conception. Je vais être plutôt dans les objectifs projets. Malheureusement, souvent, on est extrêmement taylorisé dans le développement des produits. C'est en fait comme en production. Donc, il faudrait rendre ces processus beaucoup plus lean et de manière, effectivement, à gagner en temps de cycle, en coût. Et ça, un des outils, ça va être le Lean Engineering. Alors, vous me direz, d'autres comme Agile ou peut-être encore d'autres intègrent tout ça, mais si j'ai bien conçu mes processus, en fait, j'aurais pas trop besoin d'être agile parce que les processus sont déjà agiles. Je vous donne un petit exemple. J'étais une fois en Finlande, quand j'étais encore chez Honeywell, animé un workshop où le processus de développement d'une de nos entités était de 14 mois.
Bon, après une semaine de workshop, on a regardé les non-valeurs ajoutées, les temps d'attente et tout. On s'est rendu compte que sur les 14 mois, il n'y avait que 2 mois vraiment de travail. Tout le reste, c'était des temps d'attente. Donc, avant de vouloir activer le management des projets, il vaudrait mieux rendre les processus de conception en ligne. Le suivant, ça va être le management des développements accélérés, type agile, en mode auto-organisation. Bon, on ne va pas trop s'étaler sur le sujet parce qu'il y a du monde là-dessus, il y a du business là-dessus aussi. Voilà. Il y a une chose que j'ai rajoutée, c'est l'organisation des projets en activité parallèle plutôt que séquentielle. Moi, j'ai eu la chance, en début de ma carrière, d'être chef de projet en construction nucléaire. Ben, c'est là que j'ai commencé à appliquer le PERT. Vous connaissez tous le Gantt, notamment sur le MS Project, mais l'intérêt du PERT, c'est qu'il est au-dessus, et en fait, il va connecter les dépendances entre les activités. Et donc, le vrai délai du projet, ça va être le chemin critique. Et il serait important de comprendre et de prioriser par rapport à ce chemin critique. Souvent, j'ai assisté à des réunions de projets en milieu bancaire, par exemple, c'était bien fait, PowerPoint, qu'est-ce qu'on passe comme temps à se justifier, à montrer pour des décisions qui ne sont pas prises. Et finalement, j'ai jamais vu de chemin critique, parce que c'est le chemin critique qui va me dire le matin, quand tu dois partir à 8 heures, si ton petit déjeuner est trop compliqué, commence déjà à faire chauffer ton café avant de vouloir faire ceci. Après, il y a une étape au-dessus, c'est l'organisation de l'entreprise. On n'est pas seulement en organisation de projet, mais on est en organisation d'entreprise. C'est-à-dire que ça a été l'exemple de la Twingo chez Renault, de la Pyrrhus, où finalement les délais il y a des livres là-dessus qui ont été réduits de 3 à 4 fois. Ah, ça, c'est fondamental. Par contre, Toyota, je ne sais pas trop, mais Renault à Guyancourt a construit tous ces bâtiments par rapport à cette organisation. C'est-à-dire qu'on a les métiers en vertical et les plateformes en horizontal. On pourra l'approfondir. Et puis, donc, le dernier point sur les cibles d'amélioration, c'est que est-ce que je veux me différencier par l'innovation et le design? À ce moment-là, effectivement, j'ai vraiment intérêt à pousser les techniques de créativité. Il n'empêche qu'il faudra quand même que je fasse un bon management de projet. Est-ce que ça vous va? Alors, j'ai pas de questions pour le moment. J'en ai une nouvelle sur le cycle de développement, donc j'y reviendrai. Euh, tu sais, enfin, moi j'entends beaucoup fail fast, fail small, tu vois. C'est vrai que je suis très enclin avec le concurrent engineering. Tu me connais sur ce sujet, c'est une méthode que j'apprécie énormément pour l'avoir aussi, comme toi, déployée dans une industrie. Donc, c'était une industrie militaire qui faisait des chars et qui avait décidé de mettre 3 personnes au lieu de 4 dans un char et qui n'a pas réussi à vendre son char parce que les casernes étaient pleines de soldats et il fallait en faire quelque chose. Mais j'apprécie énormément le concurrent engineering, j'apprécie bien sûr tout ce qui est design thinking, mais quelque part, ce que je vois aussi, c'est que tu me ramènes à mes études, donc il y a 25 ans en arrière avec le PERT, et tout ce que je vois ici, c'est vraiment du bon sens pour moi, du vrai bon sens, mais c'est aussi des choses qui sont du passé et qui semblent être oubliées au profit d'autres méthodes qui sont soit quasiment les mêmes ou juste, euh, juste légèrement différentes. Donc, de ton côté, qu'est-ce que tu penses justement de que tout existe déjà en fait? C'est l'impression que ça me laisse par rapport à ton slide. Tout existe depuis 25, 30, 40 ans avec le lean. Bien sûr. Qu'en est-il de Moi, ton point de vue? oui. Donc, j'ai surtout insisté sur les fondamentaux Oui. qui sont à l'origine de tout ça. C'est-à-dire que les vrais fondamentaux, on a commencé à les voir arriver dans les années 90. Après, ça s'est développé. Après, bien sûr, pas tellement dans l'industrie, mais surtout en milieu financier. Il y a eu beaucoup de dérivés, il y a eu des reformulations de concepts, il y a eu du marketing là-dessus, il y a eu de l'habillage, mais les fondamentaux restent les mêmes. J'ai et le design thinking, en fait, le design thinking, je l'ai revérifié aussi. C'est très proche de tous les détails que j'ai essayé de partager avec vous maintenant. Donc, il faut quand même, je disais, c'est une culture. Si
actuel, on n'a pas dans l'idée qu'il y a un chemin critique sur un project management, on a peut-être un peu tout loupé. Vous voyez. Donc, les méthodes, on va voir le slide suivant, les principales, mais je crois qu'il n'y a pas non plus 50 méthodes. On est sur les fondamentaux et je vois un chat de Louis-Nicolas Oui, Beer, Renault, l'auto qui n'existait pas, c'est de très bon ouvrage. Voilà. Donc en fait, le Lean Thinking, le Design Thinking, ces ouvrages-là, ça reste quand même des guides extrêmement structurants. merci Gilbert. Donc on a encore une question au niveau du cycle de développement. Il est vrai que la question se porte sur le prototype d'une machine. Doit-il être développé en totalité ou avoir une réalité physique? Donc je sais que nous avons Christophe qui est de Husky, qui peut-être pourrait se joindre à la conversation par le chat. Mais il est vrai qu'en fonction de la taille de l'objet, on va dire, il peut être assez compliqué de développer la totalité. Donc par exemple, tu parlais au départ de construire, de développer un avion. Est-ce qu'on fait un prototype de l'avion? Est-ce qu'on fait des sous-ensembles de l'avion, à ton avis? Alors, d'abord, il y a un historique, c'est-à-dire qu'on ne réinvente pas toujours tout. Deuxièmement, j'ai parlé des modèles de simulation, c'est-à-dire que effectivement, depuis quand même pas si longtemps que ça, on a la possibilité de recréer pratiquement des conditions équivalentes. Donc, quand vous prenez par exemple le problème de la structure des matériaux, hein, de la flexion des ailes d'avion, on a ce qu'on appelle les méthodes d'éléments finis. Bon, je l'ai fait aussi, pratiqué en construction nucléaire, hein, où vous allez découper la matière en petits cubes et comprendre les contraintes vraiment élastiques et critiques dans ces petits cubes de matière. Et ça, par rapport au séisme, par rapport aux contraintes thermiques, par rapport aux sollicitations de la machine. Donc, on n'est pas obligé de tout redévelopper parce qu'on a ces modèles de simulation. Maintenant, on doit aussi choisir, si vraiment on n'a pas trop d'historique et si dans notre âme deck on va se dire là j'ai un risque, peut-être qu'il va quand même falloir construire des éléments de machine. Parce que c'est dangereux de ne pas le faire sans. D'accord, ce qui est à peu près, enfin, ce qui est très nouveau, quoi, ou novateur, on va dire, il Ah faudra oui, quand ah même le oui. prototyper d'une manière ou d'une autre, ou le simuler quelque part. Voilà, voilà. Très bien. Oui, Christophe vient de répondre. Donc Christophe qui travaille pour Husky, qui construit des machines d'injection plastique. Je connais bien. Il connaît bien, et c'est une société qui, de mémoire, dans les années 90, était encore à la planche à dessin, au fin des années 80, et qui a fait un shift drastique vers les outils de conception, informatiques, donc DAO, etc. Et là, ce qu'il dit, bien sûr, c'est que les outils virtuels permettent de gagner un temps énorme. Et, Tout à fait. et c'est vrai que dans l'automobile, c'est la même chose. Il y a beaucoup de développements qui sont d'abord sur des maquettes virtuelles. Et sachant que, comme tu le disais, c'est 8 ans de développement, c'est plusieurs milliards d'investissements pour développer. Chaque jour ou semaine ou mois de gagner, on parle en millions ici, là, hein, donc de gains potentiels. Est-ce que nous avons d'autres questions? Pour l'instant, non. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, nous avons vu tout ce qui est cycle de vie, cycle de développement, pardon, pas le cycle de vie, ça c'est une autre histoire. Parce que justement, ça serait intéressant aussi d'en parler, tout ce qui est la fin de vie d'un produit qui est intégré, qui doit être intégré aussi dès le début dans la conception. Ça sera peut-être un prochain webinaire. On a vu les critères d'ajustement, on a vu les objectifs de développement, les cibles de développement. J'espère que nos participants sont satisfaits par rapport à cette présentation. Et maintenant, justement, quelles sont les différentes méthodes et comment choisir l'une ou l'autre méthode dans ce cadre et quels sont quelques outils, quelques tips que tu aurais à donner aux participants de ce webinaire. OK. Donc, j'ai bien mis en vert que je me suis focalisé sur les fondamentaux historiques.
Ok. Bon, tout à l'heure, on a parlé d'agile, on pourrait le rajouter, mais les fondamentaux historiques, et entre autres, quand je prends le deuxième qui s'appelle le DFSS, chez Husky, s'ils arrivent à simuler, ils ont cette capacité, c'est aussi parce qu'on arrive à comprendre les fonctions mathématiques dans toute cette modélisation. Alors, donc en fait, la première que j'ai essayé de citer, c'était le Design for X. En fait, c'était à l'époque le Design for Lean. Et bon, si vous souhaitez tout à l'heure qu'on se focalise 5 minutes, il y a toujours sur chacune des méthodes 3 ou 4 slides, il faudrait juste nous dire laquelle vous souhaiteriez approfondir. Donc, il y a le Design for Lean. Et en même temps, dans cette approche, il y a toute l'amélioration des processus de l'engineering, les rendre lean. Donc il y a vraiment deux choses qui sont parallèles dans ce DFX. Comment je conçois pour être lean dans mes produits le plus simple possible, mais en même temps, comment j'organise mes processus pour qu'ils soient lean également. En parallèle, il y a eu dans les années 95 le développement de Design for Six Sigma Hard et Software, dans lequel on a toute une série, les séries d'étapes, mais on a aussi finalement les outils qui vont avec les étapes. Ça, c'est un slide qui est extrêmement intéressant. Après, il y a le QFD, le Quality Function Deployment, qui finalement, tiens, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me vendre une couverture de toiture. Là. Bon, je crois que je vais l'arrêter. C'est la magie du direct. Parfois, quand je suis énervé, quand j'ai besoin de me défouler, je décroche et là, il s'amuse en face. Bon, enfin bref, je ferme la parenthèse. Voilà. Et donc, après, donc, il y a le QFD qui est absolument intéressant parce que ça me permet, depuis les attentes des clients, de pouvoir décliner en fonctionnalités. Des fonctionnalités, je décline en spécification produit et process. Après, il y a la méthode de Pew. Ben, effectivement, vous allez voir dans les sessions suivantes qu'il faut créer un concept. Mais la créativité, elle va surtout me dire, ne reste pas à un seul concept. Il ne faut pas juger dans les concepts. Les concepts, ça veut dire beaucoup de production. Et après, par contre, il faut les sélectionner, ces concepts, par rapport à des critères. Donc la méthode de Pew, ça va me permettre effectivement de sélectionner les meilleurs concepts et finalement même de créer des concepts hybrides. Un autre outil qui est assez fondamental dans toutes ces approches, c'est que ceux qui ont fait du process, on parle de process mapping, mais on est aussi dans du product mapping et dans du functional mapping. Et par rapport à ça, on va se dire, mais quelles sont les défaillances possibles, donc c'est ce qu'on appelle les AMDEC, sur mes produits, sur mon design et sur mes risques projets. Ça, c'est assez fondamental. Pour l'ingénierie simultanée, je viens d'en parler. Okay. Par contre, l'ingénierie simultanée, elle m'inspire beaucoup actuellement en milieu bancaire dans tout ce qui est reporting. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est hyper taylorisé, on n'arrête pas de faire des mails. Un reporting, je ne parle pas des reportings de tous les jours, mais de ceux qui vont avoir lieu tous les mois ou tous les 3 mois, vous pouvez avoir 9 à 10 cycles de boucles pour terminer votre reporting parce qu'il manquait ci, parce qu'il manquait ça, on s'est envoyé des mails. En fait, j'ai horreur de plus en plus des mails parce que c'est le moyen d'hyper-tayloriser notre mode de travail. Alors que si on se mettait en concurrent reporting, comme on l'a fait en concurrent engineering, eh ben, les reporting, ils iraient bien, bien plus vite. Voilà. Donc ça, c'est un peu les outils pour lesquels j'ai préparé un petit aperçu. Et puis, comme on l'a dit en introduction, vous allez voir le design thinking, la méthode de Tritz et les outils de créativité. Merci Gilbert. Donc on est juste dans les temps, il nous reste 10 minutes. Et l'idée qu'on avait avec Gilbert, c'était à vous de voir, participants, justement, si l'une ou l'autre des méthodes qui sont expliquées sur ce slide, si vous aimeriez aller, on ne peut pas aller dans toutes les méthodes, parce que Gilbert a préparé une 60aine de slides, j'imagine, quelque chose comme ça, pardon. Personnellement, encore une fois, je suis très fan de l'ingénierie simultanée.
On aimerait bien à la limite qu'on puisse en parler si c'est possible. Mais j'aimerais vous donner la parole à tout le monde au niveau du webinaire. Est-ce que vous aimeriez l'une ou l'autre méthode, donc Design for X, Design for Six Sigma, Quality Function Deployment, qui va me rappeler aussi des cours que j'ai donnés à l'époque quand j'étais un peu plus jeune. Méthode Pew que je ne connais pas, donc j'adorerais la voir. Amdex, c'est bien connu. Ingénierie simultanée, j'adore. Mais dites-nous, s'il vous plaît, laquelle vous aimeriez avoir. Il y a entre 3 et 4 slides par méthode, c'est tout. Il y a 3 à 4 slides, donc on peut en faire une ou deux, le grand maximum. J'essaye de suivre. Donc, Tina, juste merci d'avance. J'attends de Tina quand même qu'elle nous challenge. Donc, la méthode Pew semble ressortir. Lionel Sullivan. Ah, ingénierie simultanée de Claire. Est-ce que tu penses qu'on peut passer en revue Pew et ingénierie simultanée, peut-être? Alors, l'ingénierie simultanée, ça va être très rapide parce que j'ai mis 2 slides seulement pour comprendre le concept. Donc, on peut commencer par là et puis après embrancher sur Pew. Ok. Voilà. Allez, go pour ingénierie simultanée. Youssef est intéressé aussi. Véronique par Pew. Allons-y. Voilà. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, l'ingénierie simultanée, ça m'inspire beaucoup pour des processus opérationnels et je suis en train vraiment de développer la notion de concurrent reporting. Voilà. Alors, là, c'est dans le milieu de la finance, hein, ce que tu disais. Hein. Tout à fait, oui, parce que le milieu de la finance, il y a de quoi faire encore. Hein. Voilà, exact. Mais le reporting, t'en as partout, hein, dans toute société, grande société. On ne peut pas faire du copier-coller de l'industrie vers la finance, n'empêche que je m'inspire tout le temps des modèles industriels. Alors, ici, je vais juste dire 2-3 mots par rapport à un texte qui est, que je ne vais pas vous le lire en entier. Voilà. Donc, la Twingo a été un véritable succès, comme l'un des intervenants l'a cité tout à l'heure, là, pas des intervenants, des gens qui nous écoutent, commercial et économique. Voilà. Donc, en fait, ils sont passés de 8 ans à 2 ans. Il y a eu effectivement le livre qui s'appelait La voiture qui n'existait pas. Donc, en fait, ce qui est ici dans le texte, je vais seulement vous le montrer au travers de 2 slides. Voilà, en fait, c'est une organisation matricielle dans laquelle on va voir en bas, vous voyez, les plateformes. C'est-à-dire qu'il y a les ouvrants, le poste de conduite, la caisse, les châssis, chauffage, ventilation. C'est les grandes fonctionnalités des voitures. Et finalement, par rapport aux ouvrants, par exemple, au poste de conduite, en fait, on met ensemble à la fois les études, les méthodes, les gens qui vont fabriquer, les achats, et même on intègre dans ces plateformes les fournisseurs projets. C'est-à-dire que plutôt que de le faire en séquentiel, c'est-à-dire que l'engineering commence à essayer d'avoir une idée et puis après on regarde si on peut le produire. Non, on met tout le monde ensemble dans le même bâtiment par grande fonction. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une méthode de management de projet où on essaye de vous rendre agile et avec des grands coups de pied où vous pouvez, quoi, pour que les gens aillent plus vite. Non, là, tant qu'on est en face les uns des autres, eh bien, il y a le côté humain qui reste fondamental et tout de suite, on se coordonne, on évite les mails. Tout ce qui est mail, tout ce qui est project management, n'oubliez pas que c'est de la non-valeur ajoutée. Okay, ça ne transforme pas le produit et le service. Voilà, donc ça, c'est le principe. Et puis, l'autre idée, c'est qu'il n'y a qu'un seul directeur de projet. Et en allant plus loin, encore une fois, l'exemple de Renault, mais il y en a d'autres, hein, finalement, ils ont mis tous ces services-là, même les méthodes, sur le même étage, tous ensemble physiquement pour qu'on n'ait pas des ruptures dans les flux. Voilà, donc ça, c'est
on pourrait l'approfondir. Donc, en fait, voilà, l'ingénierie simultanée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, alors pour la Twingo, ça a été plus que 30%. Hein. C'est-à-dire que vous avez les développements du produit qui sont au-dessus, la production en dessous, et finalement, plutôt que d'être en séquentiel partout, déjà, on va se mettre plutôt presque en chevauché avec un PERT, hein, et en même temps, on n'attend pas d'avoir validé le produit pour commencer à l'industrialiser. Voilà, ça, c'est en gros, mais il y aurait de quoi faire beaucoup plus en détail sur l'ingénierie simultanée. Je passe à la méthode de Pew. Alors, juste, je vais attendre un peu les retours là-dessus. Juste, comme je te dis, je suis très intéressé. Ce qui est très intéressant dans cette méthode, c'est aussi les boucles de modification qui sont excessivement écourtées. Parce que quand on s'aperçoit dans la phase de contrôle qu'il faut recommencer dès le départ, ici, justement, ces phases peuvent aussi être intégrées dans la conception générale, la conception détaillée, et vous voyez clairement que les boucles de modification peuvent être écourtées très simplement. Et tu le parlais, les grands sociétés comme Renault au Technocentre utilisent ces méthodologies de projets sortis, je crois que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et donc prenez des compétences à droite, à gauche pour les intégrer dans un plateau projet et travailler sur un projet pendant quelques années. Et ensuite, ce personnel repart dans leurs équipes avec tout ce qu'elles ont appris pendant ce projet et font partager justement de nouveaux processus, de nouvelles méthodes, etc. avec leurs équipes respectives. Donc, très intéressant. Et je vois un commentaire de Sullivan qui dit du Scrum avant l'heure, c'est bien. C'est-à-dire que plein de choses étaient faites. Voilà, oui, dans les années 80, on a fait des belles choses, Sullivan. Je passe à alors, on passe à Pew. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions là-dessus, mais ça va revenir. Pew, vas-y. Voilà. Donc, en fait, autant vous avez besoin de créer des concepts, autant il va falloir les sélectionner. Par contre, pour les sélectionner, bien sûr, il faut d'abord comprendre les exigences. Donc, les exigences, c'était la première étape des phases de développement. Ça faisait partie de la première étape, c'est de comprendre quels sont mes CTQ, Critical to Quality, ou les KPI du produit. D'accord? C'est quoi mes exigences pour la maison? Je vais en mettre 5. Je veux qu'elle soit spacieuse, qu'elle ne me coûte pas cher, qu'elle soit bien isolée, qu'on puisse vivre à 3 familles. Voilà. Donc, ça, c'est mes exigences. Et par rapport à mes exigences, après, je vais développer des concepts. Et les concepts, je vais en essayer d'en développer plusieurs. Une fois que j'ai développé des concepts, je vais évaluer les concepts par rapport à ces exigences. Mais la petite nouveauté là-dedans, c'est que je vais introduire un cas étalon. C'est un cas, par exemple, si je prends une voiture, je pourrais me dire, voilà, mon cas étalon, encore une fois, c'est la Golf, parce que c'est un peu le benchmark. Ce n'est pas la top de toutes les voitures aujourd'hui, ce n'est pas non plus la plus mauvaise, mais ce que je vais développer, il faudrait au moins que ce soit meilleur que la Golf. Donc, je ne suis pas dans une méthode de priorisation, je suis dans une méthode de comparaison. Et une fois que finalement j'ai évalué différents concepts, j'en ai choisi, je vais refaire une boucle en créant des hybrides, de manière à ce qu'à la fin du compte, mon concept soit vraiment invulnérable. Le danger, c'est que si vous avez choisi un concept, est-ce que dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 3 ans, quelqu'un ne va pas vous dépasser? Alors, pour ça, je vous ai mis ici, c'est sûr que je ne sais pas si vous allez voir la présentation, mais c'est un peu le roadmap. Hein. C'est quoi mes exigences? Présenter les concepts, définir le cas étalon robuste, régénérer des nouveaux concepts. Voilà. Et donc, à la fin du compte, s'il est en point 9, si mon concept est pas très bon, je recommence au départ de manière à avoir finalement quelque chose qui soit invulnérable. Alors, dans le détail, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, j'ai ici une espèce de matrice, ok, avec 5 exigences. Prenons le cas de ma maison, je veux qu'elle soit grande, je veux qu'elle soit pas chère, je veux que, etc., etc. Et donc, j'ai défini ici une dizaine de concepts. Voilà. Et vous voyez que quelque part, j'ai mon cas étalon. Le cas étalon,
je l'ai toujours mis à 5. D'accord? C'est-à-dire que par rapport à ce cas étalon, je vais dire pour les autres cas, c'est égal à 5, donc c'est comme, mais pour chaque exigence, hein, c'est comme le cas étalon. Et si je dis 9 par rapport à une exigence, c'est que je suis meilleur que le cas étalon. Si je dis 1, c'est que je suis plus mauvais que le cas étalon. Donc, prenons le cas du point d'interrogation, là. Okay. Donc, dans ce concept-là, en fait, le 9, il est meilleur que le cas étalon pour l'exigence A, meilleur pour l'exigence B, très mauvais pour l'exigence C, nettement meilleur pour l'exigence D, et égal au cas étalon, c'est-à-dire égal à 5, pour l'exigence E. Par contre, comme j'ai une pondération, en fait, je vais faire les totaux de chaque concept. Donc, celui-ci avec le point d'interrogation, le total, ça va être 33. Et comme j'ai pondéré les exigences, avec la pondération, je vais arriver à 125. Comme par hasard, donc ce concept point d'interrogation, ça va être le meilleur concept comparé au cas étalon que vous voyez un peu plus loin à droite. Alors, ici, en fait, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à dégager finalement 3 concepts qui étaient les meilleurs, l'un à 33, l'autre à 29, l'autre à 33. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je peux encore optimiser? Et c'est là qu'effectivement, avec ces choses-là, je vais créer mon hybride. Donc, dans l'hybride, en fait, je vais simplement me dire, mais finalement, dans le E, j'étais très bon dans le concept avec le point d'interrogation. Donc, est-ce que je pourrais faire un mix des meilleurs? Donc, l'hybride, c'est ça. Et toujours pareil avec les mêmes approches. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez trouvé votre hybride. Vous avez donc sélectionné les 3 meilleurs concepts par rapport à un cas étalon. Vous les avez mixés, mélangés, rendus hybrides, et vous avez vraiment un très bon concept. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que ce nouveau cas que vous avez créé, est-ce qu'il est invulnérable? Voilà. Et s'il est invulnérable, vous dites oui, ben, il n'y a qu'à le faire. Si vous estimez qu'il n'est pas invulnérable, ben vous recommencez l'exercice. Donc vous retournez chez les gens qui font de la conception pour les amener à produire d'autres concepts. Donc vous êtes aussi un peu critique par rapport à ça parce que vous avez aussi du benchmark. Voilà, j'ai essayé d'être un peu rapide, mais est-ce que c'est... C'est un très beau sujet et très vaste. Il nous faudrait des heures pour en discuter aussi sur l'ensemble. Et je pense que ça pourrait faire, si les participants du webinaire le demandent, d'autres webinaires un peu plus poussés peut-être, un peu plus en atelier, on verra. J'ai quelques questions. Ensuite, Sullivan reviendra sur scène pour clôturer. Déjà, au niveau de Lionel, donc Lionel demandait justement dans le chat si tu avais des ouvrages à partager sur justement, avez-vous des ouvrages de référence complets à conseiller qui adresseraient l'ensemble de la démarche de développement? Peut-être, mais pas évident. Ouais, peut-être, mais pas évident. J'ai une bibliothèque pleine à la maison. Ouais. Mais là, moi, j'ai essayé d'intégrer tout. Hein. Je n'ai pas encore vu. Voilà. D'accord. Mais il y en a qui se rapprochent. Hein. Je pense que vous allez peut-être dans le design thinking à fond, mais est-ce qu'on va parler des FSS avec la variabilité, voilà, l'optimisation, j'en sais rien. Oui, c'est une par une. Hein. Il y a beaucoup d'ouvrages sur les cycles de développement, mais il faut trouver sa méthode d'abord, quoi. Chacun son business. Voilà. D'autres questions. Donc, Tina qui nous challenge. Merci, Tina. Comment pensez-vous intégrer le TRIZ dans le milieu bancaire? Est-ce qu'on y répond maintenant ou est-ce qu'on attend que Tina et les autres participants rejoignent justement le webinaire sur le TRIZ? Qu'en penses-tu, Gilbert? Je pense que, en fait, j'ai été un des premiers à appliquer les méthodes Lean et Six Sigma du milieu industriel en milieu bancaire. Oui. Donc, j'ai cette habitude d'adapter les méthodes. Donc, pour moi, tout est possible. L'erreur, c'est de faire du copier-coller. Ah oui. Voilà, donc j'ai aucun problème avec ça, tout est possible. Je pense que c'est la bonne réponse, c'est tout est possible.
mais ne faites pas du copier-coller, adaptez chacune des méthodes ou un amalgame de méthodes en fonction de votre particularité, de votre société, de votre entreprise. Et c'est pour ça que quand j'interviens dans des workshops, par exemple, je n'ai jamais une liste préétablie d'outils et un processus très formel sur qu'est-ce que je vais appliquer. Ça va dépendre de la problématique. Exactement, ouais. Très bien. Et dernière question, ce n'est pas vraiment une question, je vois Sullivan qui dit ça ressemble, la méthode Pure ressemble à la matrice de Kano. Qu'en penses-tu? Je ne veux pas répondre, je ne sais pas trop. D'accord. Ouais. Ouais, ça date, hein, la matrice de Kano aussi. Oui, mais mais de loin. Oui. Voilà. On va conclure ce séminaire. Donc, on va conclure ce séminaire. Sullivan va venir nous rejoindre. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup pour votre temps. Est-ce qu'un livre Gilbert Hirtz est en projet? Une bonne question, ça. Quand je serai à la retraite, oui, oui, je me prépare. Voilà, ça fait 10 ans que tu me dis que tu passes à la retraite, Gilbert. Donc, à mon avis, tu ne vas jamais y passer. Matrice pour le business. Merci Claire qui a dû nous quitter. Sullivan, je te laisse conclure. Oui, merci. Oui, je posais la question sur le livre de Gilbert. Comme il a dit que c'était difficile d'avoir un ouvrage qui traitait un peu toutes ces approches mélangées, et c'est bien ça qu'on cherche souvent. C'est comme on doit s'adapter à des cas particuliers, c'est de réussir à grappiller, à picorer un certain nombre d'éléments comme ça pour en faire quelque chose de très appliqué et de très utile pour l'entreprise. Donc voilà, je reprends le relais. Je vous remercie tous pour la participation, les questions, les échanges. Je remercie bien sûr Gilbert et Andrew pour leur précieux apport sur cette dimension. Et je vous rappelle donc qu'on se retrouve tous pour les 3 prochaines semaines sur la suite des webinaires. Et justement, le prochain sera sur la méthode TRIS. Donc, on aura notre expert Christophe Alter qui était là aujourd'hui, qui pourra aussi répondre à de nouvelles questions qui vont sûrement mûrir dans l'esprit de chacun dans l'espace d'une semaine. Voilà. Et pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, je précise que nous rendrons le support et le replay de la session disponible prochainement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. N'hésitez pas à poster encore sur le chat des questions, peut-être des sujets que vous aimeriez que Gilbert développe dans d'autres séminaires qui ne font pas partie de ce premier séminaire. Je vois Tina qui demande justement TRIS dans le bancaire. Excellente suggestion. N'hésitez pas, il y a un très très grand merci et à très bientôt. Merci Gilbert. Merci. Bon appétit.